Aujourd'hui, je reçois Hugo de la chaîne AH Fiscalité et Investissement. Pourquoi je reçois Hugo? Parce que c'est une personne qui commence à être connue sur Internet et dans le milieu des entrepreneurs et qui commence à faire le buzz, notamment parce qu'il propose des choses que personne d'autre ne propose en termes de qualité au niveau de la fiscalité. Et, euh, et surtout parce qu'il ne montre pas son visage. Donc, beaucoup de curiosité de la part des gens. Le but de cette interview est du coup de connaître un petit peu plus la vie privée de Hugo, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît de par son expertise, mais on ne connaît pas beaucoup de choses sur lui. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'est de réellement savoir qui est Hugo et pourquoi il fait ça et quels sont ses projets à court, moyen et long terme. Voilà. Est-ce que ça te va, Hugo? Ben, c'est parfait. Tout d'abord, un grand merci à toi, Pascal. Le visage, oui, on pourrait presque faire une introduction sur pourquoi je ne montre pas mon visage, Mm. qui au début était une excuse professionnelle parce que j'avais une activité à côté et qui aujourd'hui, je dois l'avouer, est un élément relativement pratique. Et toi qui es spécialiste de la vidéo, tu sais mieux que quiconque combien de temps ça prend de faire le montage, de bien apparaître, de faire attention à la lumière et tout. Problème que je n'ai pas quand je fais les vidéos puisque c'est des présentations sur lesquelles j'enregistre du son. Mais je sais qu'au bout d'un moment, il va falloir que je franchisse ce pas et que je me mette un peu à montrer le visage qui est derrière et ne pas seulement avoir la voix. J'étais un fan de films, ça me fait rigoler. J'aimais beaucoup un film qui s'appelait Man on Fire avec Denzel Washington, où le ravisseur, on n'avait jamais vu son visage et on l'appelait The Voice. Donc, ça me faisait rigoler sur ça pour la petite anecdote. Et effectivement, oui, je vais me faire un plaisir de répondre à toutes tes questions pour permettre aux gens de mieux comprendre et savoir ce qui m'anime derrière et d'en savoir un peu plus sur moi parce que, comme tu le dis, on n'en sait pas beaucoup à part mon amour pour la Corona parce que c'est un des symboles qui me suit pendant les interviews Avec modération, bien sûr, hein. avec modération, hein, pas plus de une à l'heure. Hein. Voilà, une à la fois. Voilà. Je te propose qu'on attaque par la première partie. Déjà, du coup, qui est vraiment Hugo? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, où tu es né, ce que tu as fait étant plus jeune, jusqu'à ce que tu arrives sur Internet et qu'on te connaisse, quoi. Alors, j'ai commencé dans une ferme avec 5 enfants où j'aidais mon père à conduire un tracteur. Non, je déconne. Hein. Ça, c'est storytelling Internet. Alors, je viens La d'une vraie famille… histoire, hein, on veut connaître la véritable histoire, hein. Ah merde, putain, j'avais préparé un conte qui fasse pleurer pour vendre. Merde, c'est dommage. Non, la vraie histoire, je viens d'une famille d'entrepreneurs du sud de la France. Mon père était chef d'entreprise, ma mère était profession libérale. Donc, je ne vais pas jouer sur je sors de rien, ça serait totalement mentir, mais je dirais que c'est la situation la pire en quelque sorte parce que je viens d'une famille aisée qui m'a permis d'avoir la chance de ne pas payer mes études, de ne jamais me soucier quand j'étais jeune, de pouvoir faire tout ce que je voulais, mais qui n'était pas suffisamment aisée pour dire t'as pas à bosser, on sera toujours là. Donc, je dirais que c'est le plus difficile. C'est le plus difficile parce qu'on s'habitue très rapidement aux bonnes choses. Je suis un amoureux de bouffe, les gens le savent, je fais qu'en parler. Euh, et en fait, j'ai dû suivre. Je viens d'une fratrie. J'ai une grande sœur et un grand frère. Je suis le dernier, donc celui qui est généralement le petit chouchou, mais qui est la position la plus difficile dans une famille. Certes, on est un peu plus gâté, mais d'un autre côté, on doit faire mieux que les autres. C'est tout. C'est comme dans une poursuite de voiture, ou c'est comme quand l'un court après l'autre. C'est beaucoup plus difficile de suivre que d'ouvrir. Et donc j'ai commencé par ce qui était basique, on va dire. J'ai fait mes études dans un lycée. Je suis ensuite parti en école de commerce parce que mon frère et ma sœur avaient fait ça, alors que moi, c'était pas tellement mon dada. Je crois que Et l'école de commerce était dans une autre ville, c'est ça, que dans le sud. oui, oui, c'était dans le nord de la France, c'était à Lille. J'ai fait dans plusieurs villes. J'ai fait Toulouse, j'ai fait Barcelone, j'ai fait Paris, j'ai fait Lille, j'ai fait Nice également. Donc, j'ai pas mal bougé pendant les études. Et
et je parlais de la fratrie juste avant et d'être le dernier, c'est que en fait, la seule chose qui m'animait, c'était un peu une concurrence. On est toujours en concurrence quand on a un grand frère, une grande sœur. C'était de faire mieux qu'eux. Donc, mon frère était un matheux, il était bon en finance, il fallait que je fasse mieux que lui, que je fasse une meilleure école que lui, c'était la seule chose qui m'animait. C'est ce qui est complètement con en soi. Des études dans quel domaine? École de commerce, j'ai fait un master en finance d'entreprise, ça veut dire tout ce qui est modélisation financière, analyse comptable, analyse financière, financement de projet. J'appellerais ça le master Excel parce qu'on faisait que des Excel de 40 mots. Les partiels, c'était rendre un fichier Excel de 40 mots où il n'y avait aucune image. C'était la modélisation financière pure et j'ai fait ça, j'ai pas du tout, j'aimais pas du tout. Mais bon, c'était un choix de jeune. Hein. On fait les études un peu trop jeunes en France, ce qui nous oublie ça ne nous permet pas de savoir vraiment ce qu'on veut faire. Et quand Ben, les gens me demanderaient, je serais d'avis de faire une année de césure après le bac pour découvrir un peu les choses. Chose que je ne justement, peux pas. tu voulais faire quoi, toi, étant plus jeune? Oh, tu sais, j'avais un rêve que mon père me disait n'était pas réaliste. J'avais comme rêve de conduire une Ferrari et d'être pilote de TGV. Donc, mon père a dit, il va falloir choisir soit l'un, soit l'autre, parce que les deux ne sont pas compatibles. Donc, ça, c'était mon rêve quand j'étais petit. Après, comme tout enfant, j'ai voulu être agent secret en voyant James Bond. J'ai voulu être pompier en voyant Backdraft ou d'autres films. J'ai voulu être garde du corps quand j'ai vu un autre film. Généralement, la personnalité des enfants est 30% du film qu'on vient juste de voir. Oui, James Bond, agent au FBI, le classique, hein, classique. Avocat, quand j'avais vu une série qui s'appelait à l'époque Boston Legal. Ça remonte, c'était une série d'avocats un peu, c'était les prémices de Suits avec Harvey Specter, pour ceux qui connaissent. Donc, à chaque fois que je voyais quelque chose, j'avais envie de faire ce métier. Et ensuite, il y a un film qui m'a marqué, c'est ça qui a indirectement fait le côté finance, c'était que j'étais un grand fan de l'affaire Thomas Crown, avec le remake avec Pierce Brosnan et Rousseau, où c'était un financier qui rachetait des entreprises et tout ça. Donc j'ai dit, la finance, c'est bien. Et c'est pour ça, ça m'a un peu inspiré pour ça. Et je l'ai fait indirectement, et c'est pas du tout comme Hollywood le présente. Lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai eu la chance de tomber sur une personne qui est l'origine des initiales AH, qui sont C'était à quel âge? Excuse-moi. ça, quand j'ai fini mes études, donc c'était un bac plus 5 avec des années de césure, je devais avoir 24 ans. D'accord. Donc ça, c'est J'en ton ai- premier boulot, là. Tu rentres dans la vie active, là. Je rentre dans la vie active et je suis parachuté immédiatement sur un rachat de société par son PDG, une société qui est connue en France, je vais pas dire laquelle, mais qui est connue, on connaît tous le slogan de cette marque. Le PDG venait de racheter la société et il a revendu il y a 2 ans. Comme première expérience. Et ensuite, j'ai travaillé au sein, on appellerait ça plus un family office, parce que l'argent qui était géré par la société, c'était l'argent de notre patron, de notre boss. Et j'ai travaillé sur plusieurs projets très, très différents, de la création d'une structure intégrée de gestion de véhicules pour l'ensemble du groupe, jusqu'à des supermarchés, jusqu'à de l'industriel un peu plus poussé. Et ça avec mon boss. Et comment je suis arrivé sur Internet Non, juste avant qu'on parle de ça, c'était quoi ta fonction? Tu faisais quoi exactement au niveau de cette société? Alors, ma fonction, c'était ce qu'on appelle un intégrateur. Un intégrateur, pour faire simple, c'est lorsqu'une société est rachetée, soit on garde le management, soit on vire le management. Si on vire le management, il faut avoir une personne de confiance qui s'occupe du management, soit à recruter un nouveau directeur général, une nouvelle équipe dirigeante, ou de former cette personne, ou soit sur des projets qui étaient un peu plus court terme, et si on était assez bon, on pouvait gérer de manière intérimaire la gestion de l'entreprise jusqu'à sa revente, ce qui a été le cas sur ma dernière mission, avant d'arriver sur Internet, qui n'était pas du tout mon plan, et ça a été vraiment Bah, une grande surprise pour moi. justement, c'était du coup, comment ça s'est fait ce changement?
tu as quitté ta fonction où tu étais salarié et tu t'es lancé sur Internet. Pourquoi? Comment? Quelle année? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, c'est très simple. Ça s'est fait à l'époque du confinement totalement, quand il y a eu le premier confinement. Et j'avais commencé la chaîne Internet un peu avant. Donc, j'avais dû la commencer en septembre, octobre. Ça devait être 2018, avant le premier confinement. Non, 2019. Il faudrait que je regarde. Avant, le premier confinement a eu lieu en 2020. Mars En mars 2020. 2000. Donc, j'ai dû commencer à mettre des vidéos en septembre 2019 sur la chaîne. C'était par rapport tout simplement à un audit fiscal parce que je me sers de réseaux sociaux pour avoir une petite technique d'optimisation fiscale. Et on me reprochait des choses. Donc, j'ai fait, écoutez, je vais faire une chaîne YouTube et si vous voulez du revenu, je vous mettrai du revenu avec la publicité. Donc, quand je suis arrivé sur YouTube pour générer, je comptais que sur la publicité, pas de vendre des choses. Je n'étais pas du tout au courant de ça. Donc, en fait, j'ai regardé quoi? J'aime bien cuisiner, mais c'est Bagdad après que j'ai fait la cuisine. Donc, à part me faire offrir des services par des femmes de ménage, je n'aurais pas eu grand-chose. Le sport, je fais du sport, mais j'ai l'air plus ridicule qu'autre chose quand je suis au sport. Et ensuite, je suis tombé sur une vidéo de ces fameux fiscalistes Internet. Je tairai le nom, il n'y en a pas beaucoup en France, donc on verra de suite. On imagine de suite la personne, mais c'est mieux qu'on garde l'anonymat par respect, qui racontait que des conneries. Mais vraiment des conneries. C'est comme, c'est comme si vous voyez quelqu'un qui se prétend docteur et qui vous dit que pour tuer le coronavirus, vous montez au 10e étage d'une tour, vous sautez la tête la première et il n'y aura plus de coronavirus. C'était digne de ça. Vous allez dire, ce mec est complètement malade. Mm. Et là, c'était du même niveau, par une incompétence complète. Et comme je le dis, ces personnes-là partagent une expérience et pas une expertise. Et ce n'est pas péjoratif envers eux. On peut pas. Ils pensent bien faire, ils pensent avoir compris, mais ils n'ont pas compris en réalité. Et quand j'ai vu le nombre de vues sur la vidéo, j'ai vu 60 000 vues. J'étais là, mais c'est pas possible. Et en cherchant d'autres vidéos, je tombe comment j'ai créé ma société au Delaware et que je paye 0% d'impôts, 0% de TVA. J'étais là, mais est-ce que les gens savent comment ça marche? Et toutes ces vidéos, et c'était pas sur pas sur la même chaîne, hein, c'était des gens, quelquefois, ils faisaient leurs vidéos pour attirer du clic. La personne qui avait fait la vidéo sur pourquoi j'ai créé ma LLC, elle est plus sur internet et c'était un formateur en Amazon FBA, si je dis pas de bêtises. Le majestueux, peut-être que certains le reconnaîtront. Et et là, je me suis dit: «Il y a des gens qui sont intéressés par ça, qui consomment du contenu. Il y a beaucoup de likes, donc je vais faire des vidéos d'information en commençant en disant ce que disent ces gens est faux et pourquoi c'est faux. Et c'est comme ça que ça arrivait petit à petit. Ensuite, au fil du temps, je me suis rendu compte que la monétisation sur YouTube n'était pas quelque chose qu'il fallait compter, hein. Les 1000 abonnés, on peut les atteindre, mais c'est assez lent. Ce qui est beaucoup plus difficile au début, c'est 4000 heures de visionnage pour Oui. activer la monétisation. Et là est arrivé le confinement. Et juste avant le confinement, il y avait des gens qui m'envoyaient des mails sur YouTube pour me dire: «Est-ce que tu peux me faire une consultation?» D'où le nom de la chaîne s'appelait Consulte et moi. Et donc, je faisais des consultations pour les gens en disant: «Voilà, si vous faites ça, il va avoir cette problématique-là et tout ça». Et j'avais une personne qui m'a dit: «Pourquoi tu ne fais pas une formation?» J'ai fait: «Mais une formation, c'est quoi?» Il me dit: «Tu enregistres des vidéos, les mecs, ils payent». Je ne savais pas encaisser, je ne savais pas System.io à l'époque, je ne connaissais pas. Il n'y a pas d'affiliation, hein, tu pourras mettre un lien d'affiliation si tu veux. Et, et en fait, j'ai découvert ça. Et là, le confinement est arrivé. Et juste avant le confinement, mon boss, qui avait des opérations en Chine, a dit: «Ça sent le chocolat en Chine». C'est pas un simple truc où il y a 4000 mecs, on lui avait révoqué son visa alors que lui y allait quand même en avion privé, donc qui possédait des usines là-bas. Donc si on refusait son visa à lui, ça voulait dire que c'était un peu plus grave que ce qu'il nous laissait entendre. C'était pas une simple pneumonie, mais on n'en avait pas conscience, nous, à l'époque. Et là, il a dit: «Écoutez, on vend tout parce que ça va faire mal». Et on a vendu l'usine dans laquelle je travaillais. Il m'a dit: «Beh, c'est très simple, hein, tu as 3 ans de congé, d'arriérés de congé, tu vas les prendre». Et là, le confinement est arrivé. Et pendant le confinement, j'ai dit: «OK, je vais faire un peu de la formation internet», expliquer aux gens, faire une formation. Je m'étais renseigné sur les outils, notamment celui dont j'ai parlé. Et en fait, ça a pris dès le début. Ça a pris dès le début. Juste Alors, explique pour les gens qui ne te connaîtraient pas, quel type de formation, dans quel domaine?
Alors, la première formation que j'ai faite, c'était une formation sur l'expatriation fiscale et sur les structurations internationales. Donc, quelles sont les problématiques de créer des sociétés à l'étranger? Parce que tout le monde veut créer sa société à l'étranger en tapant juste dans Google. Ils tombent sur des vendeurs de sociétés qui leur disent que tout est légal, mais qui les met à risque. Ce sont des vendeurs de sociétés, ce ne sont pas des juristes. Et en fait, j'ai fait une première formation comme ça qui s'appelait le Borderless Entrepreneur, qui existe toujours et là, qui va arriver à sa version 3 en novembre-décembre, qui compte aujourd'hui maintenant 300 membres, donc un peu plus d'un an. Et ça a pris de suite. Alors, je travaillais toujours, mais j'étais en congé. Et quand j'ai dit ça à mon boss, il m'a dit: «Beh, écoute, si tu veux aller faire mumuse sur internet et que ça sort et que ça se retourne contre toi», parce qu'il faut comprendre que dans le milieu où j'étais, mon boss me facturait quelquefois 1 000 € de l'heure à des sociétés. Je ne touchais pas 1 000 € de l'heure, mais il me facturait 1 000 € de l'heure. Et sur internet, à l'époque, je vendais une heure, 97 € ou quelque chose comme ça. Donc si ça sortait, là, j'étais grillé, mais profondément. Et comme toi, tu le sais, parce que tu as fait de la télévision, il me semble, Pascal, Ouais, une vingtaine d'années, ouais. heu et le regard des professionnels sur YouTube, ils se disent: «C'est des rigolos, c'est pas des professionnels». Et c'est pareil dans le milieu normal. Quand je disais ça à des gens, j'avais quelqu'un qui était tombé sur mes vidéos qui est avocat d'affaires à Paris et qui m'a sorti la réflexion: «Mais tu es tombé bien bas». J'ai fait: «Comment ça je suis tombé bien bas? C'est quoi le comparatif? C'est les revenus? Tu veux qu'on les compare? C'est le temps qu'on peut passer? C'est ce qu'on peut faire? C'est ce qu'on valorise? C'est quoi? C'est, de pas finir à 23 heures un vendredi ou un samedi? Ou d'être parlé comme une merde par ton associé, par l'associé?» Mais internet est très mal vu et n'a Mmh. pas encore ce côté professionnel. Après, d'un côté, en fiscalité, avec tous les rigolos qu'il y a qui racontent n'importe quoi, c'est pas étonnant. Oui. C'est pas étonnant. Et là, ça a commencé à prendre, ça s'est, développé. Le confinement a continué, à la base, on pensait pouvoir reprendre en juin, juillet. Ça s'est prolongé jusqu'en septembre. Les projets ont été bloqués en septembre. Mon boss a dit: «On ne se relance pas dans des activités parce que ça sent un deuxième confinement et ça va être la merde». Donc en septembre, je m'y suis mis pleinement, septembre 2020. Là, je suis en congé jusqu'à septembre 2022. Il faut comprendre également, c'est important, c'est que moi, je ne pouvais pas me permettre de lâcher mon emploi pour faire de l'internet. J'avais un emploi qui était excessivement bien rémunéré, qui était un salaire, c'est-à-dire que le premier du mois, j'avais pas à me soucier de ce que j'allais recevoir à la fin du mois. Donc j'avais d'autres avantages, en nature, j'avais des, appartements de fonction, j'avais une voiture de fonction que j'ai toujours, mais j'avais pas mal d'avantages. Donc c'était pas quelque chose qu'on lâche, comme ça. Et en fait, j'ai eu le bon plan sur le congé sans solde et je pense qu'à terme, je me consacrerai, pleinement à internet. Mais je suis de nature inquiète et c'est quelque chose que je dis, souvent sur internet ou sur le Telegram qu'on a, c'est que je dis que le premier du mois à minuit, on est tous un mec qui est au RSA gagne plus que moi, donc je n'ai pas gagné plus. Parce Oui, que mais lui, bien il est sûr. assuré de le toucher à la fin du mois. Moi, le premier du mois, je suis à zéro. Bah, justement, moi j'ai une question. Qu'est-ce qui t'a poussé et motivé justement à quitter ce confort pour aller vers Internet, quoi? Quelle Eh est la beh, raison? alors au début, c'est que j'avais les 2 ensemble. Donc j'ai toujours mon emploi. Si, je veux arrêter internet, j'ai ce filet de sécurité. Mmh, C'est un peu comme, marcher sur un câble, donc on peut prendre plus de risques, faire un peu plus de sensationnel, mais en bas, j'ai un filet si je tombe. d'accord. Donc mais un filet, qui peut faire mal qui peut faire mal parce qu'on perd un peu de capacité, hein, sur internet par rapport aux choses qu'on a l'habitude de faire dans le monde physique, si je peux me permettre. Donc disons que j'avais la bonne solution, en sachant qu'il fallait que je fasse attention à ce que mon nom, sorte pas, et que ça revienne pas aux oreilles de personnes sur une toute petite communauté. Aujourd'hui, on le sait et je le sais, c'est que pour développer, il va falloir que je lève ce secret, sur Oui, ma bah, personne. justement, on y vient, c'était ma question. Là, on comprend pourquoi tu montres pas ton visage. C'est une des raisons, parce que tu as toujours un pied dans ton entreprise. Le jour où tu seras parti de ton entreprise, je pense qu'il va falloir que tu dévoiles ton identité. Il va falloir que je le fasse avant.
Parce qu'en fait, et les gens peuvent se poser la question, c'est que je peux savoir réellement unique. Le jour où je vais révéler, je pense que l'audience va augmenter, les gens vont, ça va être plus simple, ils vont avoir plus de confiance, même si je travaille énormément la relation avec la communauté. Donc, je ne peux savoir ce que vaut le business et ce qu'il peut rapporter sur le long terme qu'en me montrant. Donc, c'est le dilemme. Et après, comme je te l'ai dit dès le début, il y a également une partie confort du fait de ne pas avoir ce montage. Moi, je suis quelqu'un de perfectionniste, donc si l'éclairage ne marche pas, si j'ai le col qui est mal mis, si j'ai un morceau de salade sur une dent ou un truc à la con mal coiffé, ça, je vais recommencer la vidéo. Donc, effectivement, c'est excessivement plaisant et ça permet pour la communauté qui me suit d'être sur des sujets d'actualité, d'avoir une force de réaction rapide sur des sujets. C'est-à-dire qu'il y a une actualité qui tombe là après qu'on ait fait notre interview. Une demi-heure après, je suis capable de publier une vidéo complète faite directement. Donc, c'est un confort. C'est un confort. Et après, l'anonymat est une bonne chose aussi parce que je ne suis pas à la recherche de gloire. Je me souviens une fois où j'avais allumé quelqu'un sur Internet, je me suis retrouvé dans l'ascenseur avec lui. Le fait qu'il ne me reconnaisse pas, c'est toujours bien. Et je ne suis pas à la recherche, je ne suis pas là parce qu'on prenne des selfies avec moi. De toute façon, Mhm. ce n'est pas avec mon audience qu'on va le faire. Mais je suis pas à je suis là sur la. Quand on montre pas son visage et qu'on ne montre rien d'autre que du contenu, les gens se concentrent sur le contenu. Ils se concentrent pas sur la Rolex qui brille, la nana qui passe en bikini derrière, ou ce genre, ou le décor paradisiaque. En parlant des gens, quelle est ta cible? Ma cible principale, ça va être, j'aime bien dire, c'est le professionnel. Et j'ai la chance d'avoir une communauté excessivement professionnelle. Et j'ai plein de gens qui me le disent. Ils me disent, regarde les commentaires, c'est bien structuré, c'est bien commenté. Et c'est pas une clientèle de rêveurs. Les rêveurs, ils vont chez la concurrence et ça me va Mhm. très bien. S'ils veulent rêver, moi, je suis plus dans de l'entrepreneur qui veut faire les choses sur le long terme, qui veut les faire correctement et qui a aussi ce désir d'indépendance. C'est-à-dire qu'il veut comprendre en matière de fiscalité, ce qui est bon pour moi ne sera pas bon pour toi. Quel type d'entrepreneur t'as des... J'ai de tout. Ça va de 30 à 60 ans, même un peu plus jeune, ça va de allez, 22, 23 à 60 ans. Ça va de gens qui gagnent 10 000 euros par mois à des gens qui en gagnent plus de 100 000 euros par mois en profit. Euh, C'est quoi et la part entre les web entrepreneurs et les entrepreneurs en physique? mais je dirais qu'en fait, ils sont tous un peu web entrepreneurs parce qu'ils sont tous sur Internet. D'accord. Est-ce qu'ils ont une activité 100% web entrepreneuriale? Je ne pense pas. Et je dirais que ça doit être, s'il y en a qui regardent et qui sont membres, qui n'hésitent pas, mais je pense que ça doit être 65-35, 65% de web entrepreneurs purs et durs et D'accord. 35% de… De toute façon, et tu vois, j'avais une question hier où les gens me disaient, ouais, mais tu t'adresses qu'aux web entrepreneurs. J'ai fait, oui, mais tu as quoi? Tu as un code fiscal, tu as un code général des impôts web entrepreneurs et un code général des impôts pour entrepreneurs. Les Mhm. règles sont exactement les mêmes. Et c'est ça qui rend le web entrepreneuriat beaucoup plus difficile parce que c'est une activité nouvelle qui doit suivre les règles de vieux business. Mhm. Mais il n'y a pas d'exception. Hein. Les règles sont les mêmes pour tous et à partir du moment où on les comprend, ce n'est pas bien compliqué, quoi. D'accord. Et est-ce que tu aurais une histoire, une anecdote particulière de ta première, c'est une année d'activité déjà, c'est ça? Ou Un pas? an et demi, réellement, ouais, Ouais. un an et demi. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou un truc anecdotique que tu aimerais nous faire partager? Ah oui, oh, ça peut être, on ne s'en rend pas compte, soi-disant, j'ai une voix mémorable ou mémorisable. Mémorable fait un peu prétentieux quand même. Mémorisable. Et une fois, j'étais dans un pays étranger. J'étais dans un pays étranger. Et c'était en septembre de l'année dernière. Pays où les gens ne savaient pas que j'étais dans ce pays. Je n'avais pas de réseaux sociaux à l'époque et tout. Et j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un WhatsApp parce que les membres ont mon WhatsApp. Ils m'ont fait Salut Hugo, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, tu serais pas dans cette ville? Et j'ai fait pourquoi tu dis ça? Moi, je réponds toujours par une question, je réponds jamais par oui ou par non. Je fais putain, c'est curieux comme question. Et parce qu'elle me fait j'étais dans un café et il y avait un mec qui était au téléphone devant moi
Et je suis persuadé que c'est toi parce qu'il avait ta voix. Et j'ai fait, putain, je lui dis, oui, oui, c'était moi, j'étais à tel café, oui, oui, c'était moi. Et ça la faisait rigoler parce qu'elle me disait, c'est marrant parce que je ne t'imaginais pas du tout comme ça. Et ça me faisait rigoler, surtout la façon dont je parlais au téléphone. J'étais avec un pote, donc je disais pas mal de conneries. Et vu que j'étais dans un pays étranger, autant dire, je pensais qu'il n'y avait aucun français, donc on avait un langage léger au niveau des nanas, si on peut se permettre. Donc oui, c'était plus que léger. C'était plus que léger. Et c'est marrant parce que, pareil, une fois, j'avais fait une blague et il y en a un qui me disait, ouais, tu vas avoir un problème. Je fais, écoute, je fais 1m95 pour 130 kilos. 3 ans de boxe, 3 ans de muscule, je suis une armoire. 15 ans de Corona. 15 ans de Corona. Et le mec, il me fait, ah putain, mais je t'imaginais pas en mode musclore. Et j'ai fait, ouais, mais t'as bien raison. Donc, c'est marrant de jouer. C'est très marrant d'avoir la perception des gens, de tous les gens que j'ai rencontrés en physique. Hein. J'ai rencontré une douzaine de membres des différents programmes. Et ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont fait, putain, je t'imaginais pas du tout comme ça. J'ai fait comment tu m'imaginais, avec une raie, des mocassins à gland et avec une toge de prêtre. Et le, et le truc, c'est un peu marrant de voir comment ils peuvent imaginer. Moi, je pensais qu'au niveau des anecdotes, tu allais plutôt me parler d'un un clash que tu as eu ou quelque chose. Ouais, c'est insignifiant. C'est insignifiant. Oui, il y a eu des clashs à chaque fois, mais j'appelle pas ça des clashs. Tu fais référence au premier qu'on a eu, c'était Maxence Rigotier qui m'avait menacé de me mettre au tribunal pour diffamation parce que j'avais eu le malheur de faire une vidéo sur lui factuelle. Bon, j'ai envie de te répondre, et c'est pas péjoratif, hein, mais quand il y a un Yorkshire qui aboie sur un trottoir, je pars pas en courant sur le trottoir. Mm. Il y a un moment où il faut être un peu raisonnable. Je sais ce que je fais en sorte de ne pas faire n'importe quoi, de titiller la limite. Et la vidéo, je ne fais pas de clash, j'aime pas le terme clash, je fais plus de l'analyse factuelle pour dire aux gens, mais arrêtez d'écouter ces gens. Mm. On a reparlé de Maxence, ça fait 5 ans qu'il vend l'expatriation fiscale, il fait une conférence en ligne sur l'expatriation fiscale, le mec il dit, et j'ai du respect pour lui, pour sa réussite, pour tout ce qu'il a fait, j'écoute ses notes vocales, je lis ses mails qui sont toujours bien écrits, mais qui viennent pas gâcher tout ça avec de la fiscalité, quoi. Où il dit les lois des pays, on s'en fout. T'es là, Alors, mais je pense que tu as un rôle à jouer avec ton expertise, comme moi en vidéo, sur, voilà, sur des gens qui forcément connaissent pas tout, n'ont pas forcément les bases, c'est une histoire de base, hein, et qui racontent un peu n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'est intéressant de faire le maître d'école, de dire non, attention, ça c'est pas vrai, attention, ça, etc. Donc je pense ouais, que non, c'est c'est pas hyper si intéressant. facile que ça. Mhm. C'est pas, et le problème, c'est que les gens, c'est pour ça que ça m'est pas venu à l'idée quand tu m'as dit clash, parce que je considère pas qu'il y ait eu un clash, Non. Mhm. une bagarre, où je considère des clashs. Il y en a sur Internet qui s'insultent entre eux. Moi, je te le dis, j'ai du respect pour la personne de Maxence. J'ai quelquefois un peu de mépris pour l'entrepreneur et ce qu'il dit sur Internet. Ce qu'il dit sur Internet. Mais ça n'enlève pas la qualité de la Mhm. personne qui est derrière. Tout à Et fait. Mhm. on va pas juger un vendeur de voiture comme un tueur parce qu'il a vendu une voiture qui a tué quelqu'un. Donc, en soi, non, non, j'ai aucun problème avec que ce soit des Maxence ou tout ça, même si j'aime bien les titiller. Il faut comprendre que sur Internet, et toi mieux que quiconque est bien placé pour le savoir, on est dans le divertissement. Le divertissement, si tu parles d'un truc en mettant le nom de quelqu'un d'autre et en le titillant un peu, les gens, ça les divertit, ils préfèrent ça. Non, Que puis si tu fais… ça part d'une non-intention. Il y a quand même quelque chose là-dessous qui est de dire attention, attention, faites bien attention aux sources. Voilà, et c'est pour ça, et je répète, c'est pas des gens mal intentionnés, hein, c'est pas des gens mal intentionnés, ils pensent qu'ils ont compris un truc, Mm. mais ils ne l'ont pas compris. Et quelquefois, j'en parlais hier avec quelqu'un qui me dit, oui, tu ferais bien de faire un sujet sur ça, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de TVA sur les cryptos, donc les gens se disent, ah, si je vends tous mes produits en crypto, j'aurai pas de TVA. Non, il n'y a pas de TVA sur l'échange de crypto quand tu achètes ou que tu revends un Bitcoin. Mais si tu vends des produits en crypto, sinon, Louis Vuitton, je peux t'assurer demain qu'ils se foutent en Bitcoin dans le magasin et ils te font ouvrir un compte Binance à l'entrée du magasin si ça leur permet d'économiser la TVA. Quelquefois, le,
J'en rigole de Maxence parce qu'il vient de la campagne. Et le bon sens paysan, ça veut dire quelque chose. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai, tout Mhm. simplement. Donc, il faut faire preuve de bon sens. Et sur des sujets comme ça, c'est comme la même. Il n'y a pas beaucoup d'activités en France qui soient réglementées. Le métier d'avocat est réglementé, c'est qu'il faut une formation. Alors, je ne suis pas avocat. Pour être avocat, il faut être inscrit au barreau pour utiliser le titre d'avocat. Donc, je devrais utiliser le titre de juriste techniquement, mais la, la, la matière juridique est quand même quelque chose de réglementé, la matière médicale est quelque chose de réglementé. C'est pas pour rien. Mhm. C'est pas pour rien. Et c'est des sujets qui peuvent avoir des conséquences. Parce qu'en plus, quelquefois, et ça c'est très français, hein, moi j'utilise une expression qui est pousser mamie dans les orties. Le français, et tout le monde est pareil, hein, quand tu lui donnes le bras, tu sais, il veut le bras. Donc quand tu dis à un mec, tu n'as pas besoin de passer 6 mois dans un pays, lui dans sa tête, ah mais je vais y passer qu'une journée. Tu as envie de Mhm. dire, un peu de bon sens paysan, il y a un juste milieu entre 180 et une journée. Mhm. Pousse pas mamie dans les orties, quoi. Et Mhm. ça, il faut faire très attention sur Internet et on a une responsabilité en tant que formateur, même quand on crée du contenu gratuit, accessible. Il y a 80% des gens qui vont consommer le contenu qui vont rien t'acheter et qui vont fonder leur décision uniquement sur ce qu'ils ont vu gratuitement sur Internet. Donc, même si c'est gratuit, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas mettre de qualité, quoi. Ouais. Et le principe de précaution, on dit que quelquefois, c'est mauvais dans certains trucs, mais il y a un peu d'avantage d'être un peu précautionneux vis-à-vis des gens qui nous écoutent. Tout à fait. Je te propose qu'on passe à la dernière partie qui est sur tes opportunités d'avenir, dans tes projets. Comment tu te projettes, toi, à court, moyen et long terme? Qu'est-ce que tu as dans tes cartons? Qu'est-ce que tu vas sortir? Et qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, il y a une chose je veux faire du présentiel. Ça sera beaucoup plus simple quand je déciderai de révéler mon visage. Ce sera peut-être l'occasion du premier séminaire de révéler mon visage pendant ce premier séminaire. Parce que je trouve que les séminaires aujourd'hui, j'en ai jamais fait, mais je les suis par des personnes. J'ai la chance d'avoir beaucoup de gens qui me consultent, que ce soit sur les consultations individuelles ou privées, ou avoir une communauté qui me font remonter les informations. Et j'ai l'impression que, et on en avait parlé, c'est que les séminaires sont des webinaires améliorés présentiels. C'est-à-dire que je pense que un séminaire est une occasion de faire un atelier d'expertise en comité réduit, où il y a la possibilité d'échanger et qu'on ne fait pas payer les gens pour venir voir un discours commercial. Moi, personnellement, quand je vais au cinéma, je fais exprès d'arriver 20 minutes après le départ du film pour m'éviter la pub. Mm. Euh, on ne paye pas pour voir de la pub. Et j'ai l'impression que, je ne sais pas si tu as fait des séminaires ou pas, j'ai l'impression que c'est plus de la vente et que en fait, c'est les à côté du séminaire et les gens qui viennent au séminaire qui apportent de la valeur que le contenu qui est dispensé pendant le séminaire. Ah ouais, je partage ton avis. Ouais. C'est la vente Or, aiguisée, en fait. Mm. et ça devrait être le contraire. Si le seul avantage d'aller à un séminaire, c'est de rencontrer d'autres personnes, mais autant faire un événement Facebook gratos où on se réunit tous dans un bar ou dans un parc, on se fait un barbecue ou un truc comme ça. Et on Mm. s'échange les trucs sans avoir à payer. Si on paye pour avoir de la valeur, c'est pas pour recevoir de la publicité, quoi. Mm. Du Je coup, regarde moi. c'est quoi ton idée, du coup, ce C'est séminaire début 2022, c'est ça? Ouais, ça va être au premier trimestre 2022. Ça va voir comment ça va être reçu. Ça va être voir le sujet et ce que je peux apporter en valeur. Ça va être quelque chose, j'ai envie de le faire de manière un peu intensive. Enfin, intensive, euh, il faut que ça soit qualitatif mais festif, parce qu'on Mm. apprend mieux dans une bonne ambiance que viens prendre des notes et je passe avec la règle et je te tape sur les doigts. Et d'apporter de la valeur qui manque. Les gens ont une chance sur Internet, c'est que le business Internet est une passerelle exceptionnelle. C'est une passerelle qui permet aujourd'hui de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire dans le passé. Mais tous les gens vous apprennent, par exemple, et on les voit, les formations, c'est sans doute ceux qui se vendent le plus, passer de 0 à 10 000 euros. Mm.
OK, ça, il y a plein de gens, que ce soit en dropshipping, en infoprenariat, rajouter 10 000 € sur votre compte, on l'a tous vu ça. La simple question, comment on fait de 100 000 à 1 million, par exemple? Est-ce que c'est les mêmes recettes? Est-ce que de 1 million à 10 millions? Et on est trop dans un truc où, sur internet, où on va se concentrer sur la personne qui débute. Et à partir du moment où on veut vraiment développer, il y a des séminaires ultra qualitatifs, mais qui sont là pour vous vendre un produit. On parlait de Maxence, tout à l'heure. J'ai suivi son séminaire en live, hein, en live, à travers Instagram Live. Et j'ai vu qu'il y avait des excellents noms du web entrepreneuriat français. Je regardais leur intervention, j'avais l'impression qu'ils venaient vendre un truc. Et après, vu que je suis inscrit à leur liste mail pour voir ce qui se fait, comment ils le font, parce qu'ils ont beaucoup plus d'expertise marketing que moi, j'étais là, allez, formation, empire internet, 80% de remise. J'ai fait, mais t'es venu donner de la valeur ou t'es venu faire un speech de vente, quoi? J'ai pas envie de faire un séminaire vente Tupperware, quoi. Du Regroupez coup, vos amis et je vous vends mon truc, quoi. tu voudrais faire quoi exactement dans tes Et il faut séminaires? que c'est apporter de la valeur et du pratico-pratique. Hmm. Et pour passer à une étape supérieure, je l'ai eu comme ça dans la tête. Je pensais que c'était beaucoup plus complexe à animer, à organiser. Et je pense que c'est vers ce qu'on veut, ce que les gens veulent aller. C'est quelque chose de plus individuel, de moins généraliste sur des sujets. Donc, ça, je l'ai comme ça dans la tête. Je fais partie des gens qui ont 14 000 idées dans la tête et qui en oublient 13 Tu m'as 999. parlé d'un petit comité, c'est ça aussi? Ouais, ça ne sera pas un truc. D'abord, je ne peux pas regrouper 300 personnes. Et c'est quelque chose où c'est pas, comme je te l'ai dit, c'est pas de la vente. Donc, ce Hmm. sera 25 personnes, entre 20 et 30. Donc, mathématiquement, je tombe sur le 25. 25 personnes max. Déjà, je pense avoir la capacité de les rassembler. Ce ne sera pas un truc à des dizaines de milliers d'euros que je trouve aussi ridicule Hmm. que contre-intuitif. Et, et quelque chose où on peut échanger entre soi et ou pas, et que c'est pas uniquement les membres qui échangent entre eux. D'accord. Ça, moi, je pense que c'est une bonne idée, c'est un projet intéressant. Ça, c'est pour le court terme, du coup. Pour le moyen, long terme, tu m'as parlé d'un projet immobilier, on peut en parler ou pas? Oui, le projet immobilier, ça va être de l'investissement immobilier, plus sur du professionnel en soi. Ça va être surtout pour développer une activité et en même temps se servir du développement de cette activité pour aider les gens sur l'immobilier. Parce que je me suis rendu compte d'une chose sur internet. Je ne suis pas du tout expert en immobilier, je ne suis pas fan de ça. J'aime bien le montage, le financement et tout ça, mais la partie immobilière, c'est pour ça que je parlais en business commerciaux, pas en immobilier pur, de s'associer pour apporter le maximum de valeur parce que Hmm. les gens aiment bien. Il faut reconnaître ses faiblesses. Moi, tu m'envoies dans un appartement, aller négocier un truc, c'est pas du tout mon truc. Refaire des travaux, c'est pas du tout mon truc. J'y connais rien en plus, donc je vais faire perdre de l'argent aux gens, je vais les faire payer pour faire perdre de l'argent, ce qui va Hmm. être, Ouais, ce puis qui il y en a d'autres qui font ça mieux que toi, donc au niveau formation. exactement. Hmm. Donc la chose, c'est d'essayer c'est rentrer dans, les gens veulent de l'opérationnel. Donc c'est vraiment de dire voilà, on, on fait une opération immobilière, voilà comment on la structure, voilà, comme si vous étiez avec nous, comme si vous étiez collaborateur, voilà comment on fait de A à Z. Et je pense que les gens, c'est pas du mimétisme qu'ils veulent faire, c'est se rendre compte qu'en fait, c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'ils pensent. Donc, ça va être le développement à court, moyen terme. Une formation, du coup, sur le montage, c'est ça? Ça serait pas une formation, ça serait plus un mastermind en direct. Je sais pas comment. C'est très difficile à organiser sur le contenu, Hmm. mais ça serait limite un rapport semaine après semaine. Ça serait quelque chose en live. C'est Oui. dire, voilà, on fixe ses objectifs, on se retrouve dimanche prochain pour le live, on fait le compte-rendu de la semaine, on fait les difficultés qu'on a rencontrées. Ça serait comme si les membres de la formation étaient les boss qui nous donnaient des ordres pour monter le projet.
Oui, et que nous, un cas concret, quoi, que tu suivrais. un cas concret. Mhm. Je veux faire que du concret maintenant parce que Mhm. le concret aide. Les gens ont besoin de concret. On me demande beaucoup plus du concret. On me dit quelquefois que je suis trop sur l'aspect, comment dire, fermé. Et Mhm. donc, s'ils veulent de la pratique, moi, ça tombe bien, c'est quelque chose que j'adore, mais qui est difficile à communiquer. C'est difficile. Alors, Oui. pour d'autres formateurs, eux, c'est très facile, hein, oui, oui. Mhm. Mais ce n'est pas mon cas. Donc, le faire d'une manière innovante, sous un format complètement différent. Et montrer aux gens que ce n'est pas difficile, c'est juste une question de rigueur. Et j'enregistrais ce matin un live sur le rachat de société dans le, euh, dans le French Entrepreneur, où on me l'a demandé, une courte introduction. Et en fait, j'ai trouvé la phrase. C'est qu'on voit des difficultés, mais quand on comprend cette difficulté, ça devient une facilité, en fait. Mhm. C'est que les choses les plus difficiles qu'on imagine, que ce soit le financement, la négociation et tout, c'est les choses qui deviennent ultra faciles ensuite. Et ce qu'on pense qui est facile et à la portée de tous, c'est très difficile. Bah, Donc, c'est comment, c'est sur, oui, c'est comment on passe de la théorie à la pratique. Quand c'est théorique, c'est toujours un peu abstrait. Et c'est vrai que quand tu l'appliques, c'est avec un cas concret comme tu veux faire, de suite on comprend. On comprend avec des exemples, on comprend de suite. et que c'est facile et Oui, qu'il faut raisonner d'une manière pratico-pratique. Et sur Internet, c'est dur il faut déjà avoir une audience. Il faut avoir une audience, il faut avoir une crédibilité sur un sujet. C'est important parce que les gens aujourd'hui, Internet, il y a un an, ils n'achetaient pas beaucoup de choses, donc ça a permis énormément le développement de tout et n'importe quoi. Mais mm. aujourd'hui, les gens sont de plus en plus exigeants sur la qualité d'Internet. C'est Oui, l'impression. il y a de C'est plus en plus l'impression. de monde, c'est pour ça. Mm. Et, Donc, et ça serait pour quand ce projet-là? fin d'année prochaine, deuxième semestre 2022. Ok, d'accord. Et il faut que le Euh, projet se monte en face. Hein. Il faut que le oui, projet se c'est monte en sûr. face. Je suis pas du genre à inventer le truc et écrire moi-même les mails Ouais, pour faire ouais. croire qu'il y a Non, quelque bon, chose. Quoi. on était sur les projets, donc il n'y a pas de souci. Et enfin, j'ai une dernière question avant de conclure cette interview. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui te suivent et qui veulent réussir et vivre pleinement de leur activité d'entrepreneur, ça serait lequel si tu n'en avais qu'un? Si j'avais qu'un conseil, Mm. c'est ne vous concentrez pas sur l'immédiateté, concentrez-vous dans 5 ans. Est-ce qu'il vaut mieux pas se sacrifier pendant 5 ans? Ça veut dire pas sortir de gros revenus, pas acheter immédiatement la Rolex, pas devenir frugaliste et bouffer des cailloux, mais de ne pas tomber dans l'excès de la dépense, de capitaliser un maximum pour profiter de tout le reste de votre vie. On voit des entrepreneurs qui ont généré des millions, mais ils n'ont rien capitalisé, les mecs. Ils sont tout le temps en train de faire des lives YouTube. Je peux te dire Mm. que si j'avais généré 3 ou 4 millions, ça fait longtemps que je les aurais réinvestis. Ça fait longtemps que je ne me casserais pas le cul sur YouTube. On va être honnête. S'ils le font, c'est que c'est une nécessité. Internet, on dit que c'est la liberté. Moi, j'ai plus l'idée que c'est du travail à la chaîne. C'est tout le temps la même chose qu'on fait, tout le temps répétitif. On écrit tout le temps des mails, tout le temps trouver des nouveaux sujets. On n'a même pas la problématique dans un business. Tiens, on a une nouvelle merde là, on a une merde avec la banque. Ah, c'est nouveau, mais il est gros le problème, mais on va trouver une solution. Sur Internet, c'est tout le temps c'est tout le temps les mêmes choses. Donc, ne vous concentrez pas sur l'immédiateté. Ne vous dites pas, dès que je gagne 10 000 euros, je vais me payer la Rolex, même si c'est bien la Rolex et la Lamborghini, c'est un peu les stéréotypes d'Internet. Mm. C'est bien d'avoir des objectifs, mais capitaliser un maximum. Et on avait pris un exemple une fois, si la personne, elle était restée en France avec un salaire de 5 000 euros, même en payant l'impôt et tout, en investissant dans l'immobilier alors qu'il se présentait comme un expert immobilier, il aurait un patrimoine entre 10 et 15 millions d'euros Mm. qui lui rapporterait autant qu'avec une rentabilité de merde que son business la meilleure année pendant le coronavirus. Mm. Et ça, c'est écouter quelquefois les anciens, les vieux cons, comme on dit, sont pas tous, leurs conseils ne sont pas tous faux. Moi, j'ai toujours eu l'idée de considérer mes parents comme des vieux cons qui étaient stériles au changement. Mais en fait, les conseils qu'ils donnaient, c'était des conseils de bon sens. Mm. Il fallait peut-être pas tous les prendre. Et comme les vieux qui nous écoutent jamais et qui nous considèrent tout le temps comme des jeunes cons. Il y a du bon à prendre de partout et on n'a pas la science infuse. Et tout bon conseil
est bon à prendre et le plus important, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est l'humilité. Mm. Et quelquefois, apprendre. Là, j'avais un rendez-vous ce matin, un rendez-vous bancaire. C'est quelqu'un qui a 5 ans de moins que moi, qui n'a pas mon expérience, qui m'a donné une leçon de négociation bancaire. Mm. Il faut être très humble. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas être le meilleur partout. Et la seule chose qui peut nous rendre meilleurs, c'est de s'inspirer de ce que font mieux que nous les autres. Ouais. Ça sera le mot de la fin. On apprend tous les jours. Il faut vraiment s'entourer, s'inspirer, et puis voir sur le moyen long terme, et pas au jour le jour. Je pense que c'est une bonne conclusion. L'orgueil comme cercueil, j'avais l'habitude de dire. Bah écoute, merci, merci Hugo. J'ai passé un excellent moment. Je sais pas si toi aussi, mais c'était Non, pas du tout. bon. Ah, c'est fini. Mon virement, là, mon virement, tu le fais. Je pense que tes abonnés en auront appris un peu plus sur toi. Moi le premier. Ben, merci beaucoup, Pascal. Et moi, je suis quelqu'un de très proche, donc il n'y a pas de souci. J'aime bien prendre le temps et répondre aux interrogations. Pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, en fait, qui ne seraient pas abonnés ou qui ne te connaissent pas, qui voudraient bénéficier de tes contenus gratuits ou payants, comment on te suit? On te retrouve où? Alors, sur YouPorn, vous tapez fiscalité. À la fin, il faut tout le temps que je dérape à la fin. Non, ben, sur la chaîne YouTube, YouTube est mon seul canal d'acquisition, donc il suffit de regarder les vidéos, s'abonner, très important. Pour tout créateur de contenu, l'abonnement, ça vous prend rien, hein, c'est un petit clic. Pour nous, c'est de l'encouragement et ça nous oblige à toujours sortir du contenu. Et après, tous les liens sont dans la description. J'ai un site internet de merde que j'ai fait moi-même sur Wix, donc c'est pour dire qu'il n'est pas très bon. Il faut que j'investisse un peu dedans. Mais sur YouTube, vous trouverez tout. Il y a le lien du canal Telegram, il y a le Discord et toutes les informations sous les vidéos. Vous prenez la dernière vidéo et c'est réglé. Ok, bah écoute, super, je crois qu'on a fait le tour. Je te remercie. Et puis, Un grand merci à toi et avec au plaisir. plaisir de rééchanger et de te croiser en vrai. Bah oui, à Paris. À Paris. Merci Hugo, à bientôt. Allez, Salut. un grand merci. Ciao, ciao.